Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Wendy. Bonjour à tous. Wendy, tu permets au podcast de sortir du domaine de l'enfance puisque tu es psychologue clinicienne en MRS, Maison de repos et de soins à Bruxelles. Dans ton travail, tu es aussi référente en soins palliatifs, un poste essentiel pour soutenir les habitants et leurs familles. Et si j'ai bien compris ton parcours, tu as développé un vif intérêt pour la clinique de la personne âgée au cours de ton master à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Et aujourd'hui, tu es formé à l'art-thérapie, un outil qui te permet notamment d'entrer plus facilement en contact avec les habitants. Est-ce que c'est bien ça, Wendy? C'est tout à fait ça, oui. Alors tout d'abord, j'ai pu remarquer pendant nos échanges, puisque ce n'est pas la première fois que nous discutons, eh bien, que tu utilisais plutôt les termes de personnes âgées, habitants, résidents, aînés pour parler du public avec lequel tu exerces. Et je me demande pourquoi pas Mhm. patient. Parce que je trouve que patient, ça met de la distance entre moi et eux. Et c'est vrai que maintenant, je les appelle plus souvent habitants parce que notre maison de repos est entrée dans une nouvelle philosophie, la philosophie Tube. Et avec cette nouvelle philosophie, on ne les appelle plus les résidents, mais les habitants. Donc c'est pour ça que durant ce podcast, j'utiliserai beaucoup le terme habitant. D'accord, pas super, comme ça on va toutes les deux pouvoir utiliser le même vocabulaire et pour la suite de l'épisode. Et alors c'est quoi exactement la philosophie tube? Du coup, ça m'intéresse. Eh ben, c'est super que ça t'intéresse parce qu'en fait, c'est une nouvelle philosophie dans les maisons de repos qui permettent de partager le pouvoir décisionnel. Le pouvoir décisionnel est donc partagé aux habitants et même à leurs familles. C'est une maison où il fait bon vivre et où il fait bon travailler. Ça leur permet de prendre davantage de décisions sur leurs habitudes de vie. Par exemple, à quelle heure est-ce qu'on va se lever, à quelle heure on va manger, qu'est-ce qu'on va manger justement, qu'est-ce qu'on va faire de nos journées, à quelle heure est-ce qu'on va pouvoir se laver. On va en fait faire comme si, comme à la maison en fait. Ils vont pouvoir décider de tout ce qu'ils font comme toi et moi, on peut décider quel est notre quotidien chez soi. Ah oui, c'est super. Donc ça évite en fait de rentrer parfois dans des logiques d'infantilisation, j'imagine, avec ce type de public. Exactement. Et ça permet aussi de quitter le modèle plus hospitalier. Ah oui, oui, oui. Et alors, pour parler plutôt de tes études et de ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, initialement, de faire ce métier? Depuis mes secondaires, en fait, j'ai toujours eu un attrait pour mes cours de psycho. Donc, c'était vraiment pour moi une évidence que j'allais faire des études à l'UNIF en psychologie. Et en fait, je me suis pleinement épanouie dans mes études à l'UCL, hein. Ensuite de ça, par hasard, je suis tombée sur une opportunité pour faire un stage en maison de repos. Et ça a été mais, le coup de cœur pour ce public que j'affectionne tout particulièrement. Je les trouve super intéressants, super touchants. Ils ont beaucoup à nous apprendre. J'aime parfois quand il manque de filtre ou de tact. En fait, je les trouve vraiment uniques. Voilà pourquoi j'ai atterri dans le milieu de la gériatrie. D'accord, donc tu as fait tous tes stages en gériatrie. Alors, pendant mon master, en fait, j'ai pu faire deux stages. J'en ai fait un en maison de repos, une maison de repos à Bruxelles. Et mon deuxième stage, rien à voir à la gériatrie. J'ai fait un stage au téléaccueil. Ça permet une écoute téléphonique et anonyme. Donc, c'est au numéro 107. On peut avoir n'importe qui au bout du fil et on ne sait jamais sur qui on va tomber ou sur quelle thématique on va tomber. Donc, c'est très, très enrichissant pour pouvoir se débrouiller avec tout plein de thématiques différentes. Mais c'est vraiment des sujets très variés. Ça peut être des adolescents qui appellent comme... Oui, j'ai même eu des personnes qui étaient en prison, qui téléphonaient au téléaccueil. Euh, D'accord. j'ai eu des personnes sans domicile fixe qui ont téléphoné, des enfants, des personnes qui avaient des idées très noires et qu'il fallait réorienter aux écoutes dédiées au suicide. On est face à un panel de thématiques enfin, c'est vraiment un public très varié et j'ai trouvé ça très, très enrichissant pour la suite de mon travail en tout cas.
Oui, tout à fait. Et alors, ça, je ne savais pas, mais dans le secondaire en Belgique, tu as eu des cours Mhm. déjà de psychologie? Oui, oui, parce que j'étais dans une orientation sciences sociales et j'avais déjà des heures de psychologie. Ah, ça, c'est super. Vraiment, Oui, oui, c'est faux. la France devrait s'inspirer de ce modèle. C'est super. Parce que moi, du coup, j'ai commencé ma licence en France et je ne savais pas du tout ce que c'était la psychologie finalement. Enfin, j'ai découvert Ok, en me lançant dedans comme ça, quoi. Mais j'avais pas eu d'introduction finalement à ce que c'était. Donc, c'était un peu c'est un pari quand on commence une licence de psychologie en France. ah, ok, je ne le savais pas. Et donc, si on parle plus de ton cœur de métier actuellement, à quel moment de la semaine, toi, tu rencontres les résidents, enfin les habitants, du coup, pardon, et est-ce qu'ils Mhm. te consultent tous systématiquement? Ça dure à peu près combien de temps, les entretiens? Comment ça se passe un petit peu? Ok, donc je l'ai peut-être pas dit, mais je travaille donc à temps plein. Donc du lundi au vendredi, je suis à cette maison de repos. Oui. Les moments où je vais les rencontrer, c'est généralement à partir de 9h30 Mhm. pour le matin et l'après-midi, c'est à partir de 14h. Mais en dehors de ces horaires, il y a beaucoup, beaucoup de rencontres qui se font. Voilà, c'est des rencontres implicites où on va les croiser et il y a ce lien qui s'instaure avec eux. Mhm. Généralement, mes entretiens psy avec les habitants durent jusqu'à maximum 45, voire 1 heure. Et ça dépend de plein de facteurs. Je rencontre systématiquement les nouveaux arrivés. Ça, c'est D'accord. primordial. Donc voilà. Après, je ne leur tombe pas dessus le premier jour de l'admission, mais je vais rencontrer les nouveaux. Voilà, voir d'où ils viennent, s'il y a une demande au niveau prise en charge psy aussi. En tout cas, ça me permet de créer un lien avec eux et avec leur famille. Il y a aussi tous mes patients habituels que je vais voir toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois. La demande par rapport aux prises en charge psy se fait soit de mon propre chef, soit ce sont les habitants qui viennent vers moi, soit ce sont les familles qui souhaitent avoir peut-être une aide psychologique pour leurs parents, ou alors bien la demande vient des équipes pluri. Mhm. Une infirmière qui va venir vers moi et dit ah, Wendy, madame, elle n'a pas l'air au top, est-ce que tu pourrais aller la voir? Et donc voilà. Donc il y a 4 cas de figure pour commencer une prise en charge psy. Oui, d'accord. C'est seulement des suivis individuels ou est-ce que parfois tu fais un peu des suivis en groupe, comme des ateliers un petit peu en groupe? Ta question me fait penser peut-être aux ateliers d'art-thérapie que j'ai pu faire en groupe, Mhm. dont un atelier d'écriture. Là, on était 8 au total. Mais sinon, non, mes entretiens psy, c'est vraiment individuel. D'accord. Et lorsque tu rencontres les patients avec leur famille, est-ce que généralement c'est un entretien que tu fais seul ou est-ce que à ce moment-là, tu es plutôt accompagné d'une personne de l'équipe? Mhm, oui, bah, parfois, je suis accompagnée de ma collègue référente pour la démence et ergothérapeute. Hmm. Avec elle, j'ai parfois l'occasion de rencontrer les familles et d'expliquer encore quelques petites choses sur le fonctionnement de la maison de repos. Et donc, elle devient, elle, à son tour, un visage familier pour ses familles. Oui, tout à fait. Et j'imagine qu'il y a aussi d'autres professionnels qui accompagnent les habitants. Mhm, tout à fait. Alors, on est une armada au niveau paramédical, mais il y a aussi tous les soignants, infirmières, aides-soignantes, les aidants à la vie journalière, les aides logistiques. Et en fait, même ceux de l'entretien ont une part importante dans le quotidien des habitants. Donc voilà, il y a vraiment tout ce petit monde qui gravite autour d'eux. Et chez nous, dans notre maison de repos, en fait, c'est très, très familial. Tout le monde connaît tout le monde et il fait bon vivre, en tout cas. C'est chouette. Et toi, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton environnement de travail aujourd'hui? Ah, ce que je préfère le plus, c'est ce lien qu'on peut créer au fur et à mesure des semaines avec nos habitants. Je sais que pendant mes études, en fait, je me souviens qu'il fallait pas dépasser le cadre, qu'il fallait pas commencer à déborder sur sa vie personnelle.
Mais en fait, quand tu travailles avec des personnes âgées, je trouve qu'il est quasi impossible de ne pas partager qui on est. Parce qu'en fait, on va les voir toute la semaine, on va peut-être même les voir plus que nos propres familles. Et Mm. donc, il y a leur intérêt à eux de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait le week-end, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on a des enfants. Et donc, il y a vraiment une relation qui s'instaure. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau, en tout cas dans mon métier, dans cette maison de repos. Ouais, ouais, effectivement, il y a un moment donné où c'est comme aussi, moi, alors moi je connais plus le domaine de l'enfance, mais effectivement, les psychologues qui travaillent dans des centres d'hébergement, forcément, les relations qui sont créées avec les personnes vont être totalement différentes que des rendez-vous posés de manière un peu plic-ploc au fur et à mesure du mois. Exactement. Je crois que par rapport à une psychologue indépendante dans son bureau, par exemple, le lien est tout à fait différent euh, que moi je peux avoir avec les habitants, que elle peut avoir avec ses bénéficiaires. Voilà. Donc ça, c'est ce que je préfère le plus. C'est aussi cette partie parfois de rencontres un peu imprévues qui se crée dans la Mhm. semaine, quoi. C'est ça. On crée des rencontres. En fait, chaque semaine, je sais quels patients, oula, patients, j'ai dit, quels habitants je dois voir. Mais en fait, ah, ils ont oublié qu'ils avaient un repas de famille. Oh, elle est fatiguée. Oh, elle fait encore sa sieste. Et donc, je vais repenser mon programme. Et en fait, pendant ce temps-là, j'ai croisé peut-être trois, quatre patients. Et en fait, c'est eux que je vais voir. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment être très flexible sur son emploi du temps avec cette population-là. D'accord. Alors, en quoi consiste exactement le poste de référente en soins palliatifs? Est-ce que c'est un poste qui t'a été attribué parce que tu es psychologue ou finalement ça peut être aussi attribué à d'autres personnes, ce type Mhm. de poste? Ça pouvait être attribué à d'autres personnes, dont les ergothérapeutes. Mais finalement, c'est moi qui avais été choisie. Je crois que c'est parce que si j'ai une certaine facilité à parler de tout ce qui entoure la mort, en fait, le deuil, la maladie, j'ai facile à aborder ce genre de thématique. Et donc voilà, donc j'ai tout à fait, j'ai accepté tout de suite cette proposition d'être référente en soins palliatifs. Moi, si je devais résumer ma fonction là-dedans, en fait, c'est donc en tant que psychologue, c'est apporter un soutien plus important pour l'habitant et leur famille, entendre la souffrance tant physique que psychique, Hmm. ouvrir le dialogue, donc comme je l'ai dit sur la mort, y a-t-il des angoisses, soutenir aussi au niveau spiritualité et dernier point important me concernant, respecter les volontés de fin de vie. Hmm. Parce que en tant que psychologue à la maison de repos, je fais compléter un questionnaire. Ça s'appelle le PSPA. C'est le projet de soins personnalisé et anticipé. Qu'est-ce que veut la personne et qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas concernant sa fin de vie. Et moi, en tant que psy et référente en soins palliatifs, je veille à ce que ces volontés soient respectées tout du long jusqu'à la fin de vie de la personne. Et donc ça, c'est un travail qui est fait principalement avec les familles, j'imagine? Oui, oui, oui. Donc, c'est un travail qui se fait avec les familles et en collaboration, évidemment, avec mes collègues soignants. Parce que moi, en tant que psy, je ne suis pas là pour proposer peut-être des traitements au niveau médicamenteux pour la gestion de la douleur, tu vois. Ça, c'est plutôt mes collègues. Mais moi, je me concentre avant tout sur le bien-être psychologique. D'accord. Et alors, il y a une question qui me vient en tête et je sais qu'elle va pas être posée après par les auditeurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de situations finalement où les habitants se retrouvent sans vraiment un entourage familial proche pour les soutenir dans leur fin de vie? Euh, En tout cas, chez nous, donc ça fait 5 ans hein, que je travaille là-bas, les fins de vie où il n'y a vraiment pas beaucoup de proches, c'est assez rare. Et dans les cas où il n'y a pas de proches, c'est donc le médecin traitant qui va accompagner la personne. Et puis du coup, nous, on va porter une attention beaucoup plus importante envers l'habitant si on sait qu'il est assez isolé. Hmm. Ok. À présent, maintenant qu'on a bien compris quand même un peu tes missions, ce que tu fais au quotidien en tant que psychologue en MRS,
Je vais passer aux questions des auditeurs parce qu'elles sont un petit peu plus... elles vont venir aussi préciser un petit peu ce que tu fais au quotidien. Alors, il y a une question à laquelle on a un peu réfléchi ensemble en amont, puisqu'il s'agissait de savoir quels sont les points communs et les différences entre la psychologie gériatrique et la psychologie de l'enfant. Donc, Mhm. tu as parlé d'une différence qui est liée à l'âge par rapport aux problématiques des enfants. Donc, de mon côté, qui vont plutôt être familiales, scolaires, et on va plutôt avoir une attention sur la détection des difficultés qui sont pas encore repérées à cet âge-là. Et Mhm. effectivement, comme tu disais, la personne âgée, on va plutôt parler des fois de la douleur, de la fin de vie. Est-ce que tu Mhm. vois d'autres problématiques que tu peux aborder, toi, fréquemment avec les habitants? Alors, il y a le deuil de manière générale, mais aussi les différentes formes de deuil. Pour ceux qui ont perdu leur ancienne habitation et qui ont dû déménager en maison de repos. Donc, il y a le deuil, il y a la maladie, il y a la mort. Ça, ce sont, à mon avis, des thématiques qu'on retrouve moins fréquemment en psychologie de l'enfant. Oui, tout à fait. Et alors après, c'est vrai qu'on trouvait plus facilement des points communs finalement. Enfin, au premier abord, on pourrait penser qu'il y a plus de différences, mais finalement, il y a aussi des points communs. Mhm. Euh, Tout d'abord, on reste dans la psychologie, donc ça, on reste dans la compréhension du comportement humain et aussi ce que tu as amené pendant nos discussions qui est très intéressant, c'est le respect du rythme de la personne. Oui, oui. Qu'il soit âgé ou Le respect du rythme de la personne. oui, oui. Qu'il soit âgé ou non, on doit s'adapter à son rythme. Et donc, je pense que la mise en relation est tout à fait identique. Mais comme tu as dit un peu plus tôt, c'est vrai que du coup, on reste dans l'aide à la personne. Et, et ça, je crois que c'est vraiment la plus grande similitude. Oui, tout à fait. Un autre aussi point commun qu'on voyait, c'était le travail avec les familles, qui est quand même beaucoup Mhm. plus présent chez les enfants et lorsque l'adulte a besoin donc de vivre en maison de repos et de soins. Mhm. Forcément, il y a aussi, à l'inverse, les enfants de la personne qui, à ce moment-là, vont être soutenants C'est pour... ça. En fait, on inverse les rôles. Là, C'est pour ça. la gériatrie, pour les enfants qui s'occupent de leurs parents. Et oui, c'est ça, c'est les enfants, ou parfois même aussi les maris ou les épouses qui deviennent les personnes de référence. Et donc oui, il y a cet allié qui est la famille et qui peut vraiment nous aider pour une prise en charge beaucoup plus adéquate. Et ce qui émerge là aussi dans ma tête, c'est le fait qu'on parlait d'infantilisation. En psychologie de l'enfant, on essaye de plus en plus de rendre coopérant et d'avoir le consentement de l'enfant sur ce qu'on propose comme activité, ce qu'on propose comme thérapie. Et ce dont tu parles avec la philosophie tube, j'imagine enfin, il y a aussi ce lien finalement chez les personnes âgées où on peut facilement être infantilisant. Oui, Et donc je pense qu'il y a la même vigilance éthique, on va dire, avec ces deux tout à publics-là. fait. Ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec Tube, on fait d'autant plus attention au fait de leur laisser plus d'autonomie dans leur choix et dans leur vie quotidienne. Et le but, c'est vraiment d'éviter l'infantilisation au maximum, leur laisser le champ des possibles pour plein d'aspects de leur vie quotidienne. C'est primordial pour une maison Tube, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Et le dernier point commun qu'on pourrait soulever, c'est que on a tendance plus à utiliser des médiations avec les enfants, Mhm, les adolescents et aussi les personnes âgées. mhm. Tout à fait. Mais donc ça rejoint le point de l'art-thérapie. C'est-à-dire qu'avec certains de mes patients, si je passe pas par un média artistique, je n'arrive pas, ou en tout cas eux n'arrivent pas à retrouver plus facilement leurs mots pour évoquer leurs ressentis ou même les souvenirs. Donc le média est également très intéressant en gériatrie. Oui, j'avais souvenir, alors quand je travaillais en crèche, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, on faisait des rencontres avec les enfants et les personnes âgées. Et généralement, Mhm, effectivement, on utilisait des médias parce que pour certaines personnes, la communication verbale était de plus en plus limitée. Et chez les tout petits, de toute façon, il n'y a pas encore de communication verbale. Et donc, tous les médias, tous les supports qu'on utilisait étaient super bien utilisés
par les enfants et les plus âgés, quoi. L'intergénérationnel, c'est super. Et enfin, on ouvre une porte vers l'enfance et ça leur permet vraiment de pouvoir échanger. Enfin, moi, j'adore l'intergénérationnel. C'est pas facile à dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je voyais vraiment aussi l'aspect bénéfique pour les enfants et aussi donc alors je sais pas si là-bas on disait résidents, habitants, mais pour les plus âgés en tout cas, on voyait vraiment une ouverture tout d'un coup et même les professionnels qui les accompagnaient disaient oh bah Mhm, là il est aujourd'hui il est super heureux de voir les enfants et aller beaucoup plus participer aux activités proposées que lorsqu'il devait rentrer en maison de repos, quoi. mhm, tout à fait. Et alors ensuite, il y a eu une question par rapport aux soins palliatifs pour savoir si toi et ton équipe, de manière générale, vous êtes impliqués dans la recherche ou dans des études pour améliorer la qualité des soins palliatifs. Alors, nous, en tout cas, on n'effectue pas de recherche et d'études dans ce sens-là. Mais moi, tous les 3 mois, j'ai des intra-visions, comme on dit, Mhm. où je vais retrouver certains refs en soins palliatifs d'autres maisons de repos. Et à ce moment-là, en fait, on est une petite dizaine et on échange sur nos pratiques dans le but d'améliorer les soins palliatifs de la maison de repos. Mais notre maison de repos ne fait pas de recherche et d'études sur le sujet. D'accord. Et donc ça te permet quoi exactement de pouvoir contacter ces personnes-là? Qu'est-ce que ça permet comme échange? Et ça permet de savoir ce que eux mettent en place pour faciliter les soins palliatifs. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, en fait, j'ai échangé avec je crois que c'est une ergothérapeute, et en fait, elle a fait un meuble sur roulette dédié aux soins palliatifs pour accompagner les habitants, les familles. Un meuble, en fait, où on peut retrouver tout plein de petites choses pour retrouver un petit peu de sérénité dans les derniers instants. Donc, je pense à une boîte à son, des huiles essentielles, de quoi s'occuper un peu l'esprit. Et en fait, ça m'a fait tilt. Quand elle m'a parlé de ça à ce moment de l'intravision, j'étais là, mais moi aussi, je veux ça chez moi. Donc, j'aimerais mettre ça Hmm. en place dans notre maison de repos. C'est ça qui est riche au niveau des échanges. Donc ça permet de partager des pratiques et de pouvoir potentiellement mettre en place des choses Mhm. au sein de ton secteur. C'est ça, on peut échanger sur certains cas cliniques qui peuvent nous poser certaines difficultés aussi. Donc, Hmm. c'est très riche. Et justement, par rapport au fait qu'il y ait certains patients qui peuvent, enfin, certains habitants qui peuvent poser effectivement peut-être plus de questions ou venir plus te toucher, toi. Il y a aussi une question qui a été posée sur, je suppose que l'on s'attache aux patients que l'on suit dans ce milieu. Comment gérez-vous les décès fréquents de patients que vous appréciez et quel impact cela a sur vous? Ah là là, cette question. Donc je me répète, hein, moi, tout ce qui entoure la mort, c'est assez facile, dans le sens que quand, quand je vais travailler, je sais que ces personnes avec qui on va passer un petit bout de temps, comment dire, on va passer quelques mois ou quelques années où nos rencontres auront été, où nos rencontres auront été superbes. Et oui, il y a un lien qui s'instaure. Et c'est sûr que quand certains s'en vont, on est un peu triste parce qu'ils occupent une petite partie de notre cœur, c'est sûr, c'est certain, c'est inévitable. Mais au final, quand le décès survient, moi, ce que je me dis, c'est la relation a été belle. On a fait tout comme il faut, du début à la fin, on s'est investi, on a adapté au maximum les prises en charge. Je veux dire, on a fait tout notre possible pour que tout se passe bien. Moi, je vois ça comme ça. Et personnellement, je, alors oui, je suis touchée, mais au final, je prends un peu de recul et je dis qu'on a quand même, on a bien fait ça, quoi. On les a bien accompagnés Hmm. et on a fait du bon travail, quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait, le fait d'avoir pu aider cette personne sur la fin de sa vie
finalement Mhm. est plus positif que le décès en lui-même. Ouais. Attention, je dis pas que ça ne me touche pas, Hmm. mais quand je prends du recul, en fait, je me dis, on a fait tout comme il faut et bah, chapeau, quoi. Hmm. Voilà. Est-ce que justement vous avez, alors j'entends qu'il y a des intravisions, mais est-ce que vous avez aussi des réunions d'équipe qui permettent peut-être d'évacuer aussi ces affects qui Mhm. sont quand même difficiles? On a des réunions d'équipe chaque semaine, mais c'est fort axé sur les soins. Mais c'est vrai que s'il y a certaines difficultés pour les équipes, je parle en termes, par exemple, d'euthanasie, parce que pour certains soignants, c'est pas facile. Alors là, moi, je peux aller à leur rencontre et on peut échanger nos points de vue là-dessus. Hmm. Et alors justement, c'est vrai que l'euthanasie donc est dépénalisée, c'est bien ça en Belgique? C'est ça. Depuis 2002, c'est dépénalisé, mais il y a un cadre légal strict qui est bien défini. Tandis qu'en France, ce qui est permis, c'est seulement la sédation Hmm. profonde et continue. C'est vraiment la grande différence entre Belgique et France. Oui, tout à fait. Et en Suisse, c'est encore différent, c'est Oui, légalisé. oui, tout à fait. Ok. Et est-ce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à cette pratique-là? Tu demandes si on a beaucoup de demandes d'euthanasie. Oui, c'est ça. Euh, oh là là, j'ai quand même le sentiment que non. Non, ou alors ça ne peut pas aboutir puisque justement les personnes ne rentrent plus ou pas dans les critères. D'accord. Euh, Moi, ça fait 5 ans que je travaille là. J'ai dû en connaître 8 ou 10. Je sais pas si c'est beaucoup. Comme tu es référente en soins palliatifs, c'est un peu toi qui es référente aussi de situations avec une demande d'euthanasie? Mais en fait, par rapport à l'euthanasie, moi et mes collègues, on doit rester assez neutre. Donc moi, j'ai quand même l'obligation d'informer l'habitant sur voilà, est-ce qu'il rentre dans les critères ou non. Mais c'est une discussion qu'il doit avant tout avoir avec son médecin traitant, Hmm. parce que la maison de repos doit rester très neutre par rapport aux demandes d'euthanasie. Donc on doit les informer, les orienter correctement, mais notre avis ne compte pas beaucoup en fait. C'est avant tout le médecin et les deux autres spécialistes qui doivent donner leur avis. Oui, du coup, tu dois quand même connaître les critères par Mhm, rapport à cette demande-là, quoi. mhm. Ok. Oui. Et donc, la dernière question d'un auditeur ou d'une auditrice qui portait plutôt sur l'art-thérapie. Est-ce que tous les patients sont réceptifs à l'art-thérapie? Non, absolument pas. Il y en a qui ont aucun affect pour, j'ai envie de dire, la peinture, le mandala ou même le travail de la terre. Hmm. Mais donc, voilà. On fait en fonction des affinités et de ce qui, voilà. On va tout à fait les respecter dans ce qu'ils ont envie de faire ou ne pas faire. Et je suis en train de me dire que derrière cette question, on peut peut-être aussi préciser à d'autres auditeurs qui ne connaîtraient pas ce que c'est exactement l'art-thérapie. Mhm. Euh, je définirais l'art-thérapie, c'est l'utilisation d'un média artistique pour pouvoir formuler plus facilement son vécu, ses émotions et ses souvenirs. Voilà. Et donc oui, comme tu dis, il y en a qui sont... donc toi, tu utilises principalement quel type d'art pour voilà, permettre aux patients effectivement d'exprimer à travers cette thérapie? Bah là, en ce moment, j'avais beaucoup de patients qui aimaient faire la peinture, le mandala et la poterie, donc la terre glaise. Hmm. Ça, c'est mes trois principaux. Mais l'année passée, j'ai fait 1 an d'atelier d'écriture tous les mercredis après-midi. Et l'écriture, ça peut être aussi pour moi une forme d'art-thérapie. D'accord, donc c'est les ateliers d'écriture dont tu parlais au tout début. Mhm, tout à fait. D'accord. Et comment tu proposes, je suis curieuse de savoir comment tu proposes les ateliers d'écriture en groupe. Alors, il y a toujours un thème général. Donc, comme ça, il y a un minimum de cadre. Mais moi, de toute façon, j'adore quand il dépasse du cadre. Parce que, voilà, pour moi, c'est réussi quand il dépasse du cadre.
Par exemple, voilà, je leur dis aujourd'hui, on se réunit pour parler des odeurs de votre enfance. Et donc voilà, donc tu vois, il y a une petite consigne et ils vont écrire plus ou moins un long texte et après ils ont le droit de le lire ou de ne pas le lire en face des autres. J'ai parfois aussi fait une dégustation d'un brownie au chocolat. Oui. Et puis, donc, je leur ai fait manger un petit brownie au chocolat. Et juste après, en fait, je leur ai dit d'écrire tout ce qui leur venait à l'esprit. Et en fait, on s'est rendu compte en mangeant ce petit bout de chocolat, il y a plein de souvenirs de leur enfance qui étaient revenus aussi. Et c'était fantastique. C'était un super moment. On voyait des petites étoiles dans leurs yeux. Enfin, c'était super. Bon, en tout cas, ça permet aux habitants de pouvoir effectivement s'exprimer par d'autres biais que la parole. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, en fait, ils vont même pouvoir exprimer avec leurs mots après, mais d'abord passer par l'écriture, ça permet peut-être de formuler plus facilement ce qu'ils ont à dire. Mhm, tout à fait. Et en fait, ils sont très surprenants et on arrive à des résultats bluffants qui nous mettent la larme à l'œil parfois aussi. Donc, c'est formidable. Est-ce ils sont plus réceptifs alors quand on demande à goûter un brownie? Oui, bah, enfin, l'atelier écriture, il a connu un grand succès. Et puis moi-même, je me suis un peu essoufflée, donc j'ai fait une pause. Mais c'est vrai que je ne vais pas pouvoir leur demander à tous de mettre les mains dans de la terre glaise, tu vois. Hmm. Et c'est plus confortable pour eux d'écrire. Et pour ceux ont des difficultés à tenir un bic ou même à écrire, en fait, moi, je les aide. Donc, oui. Ah Et oui. le chocolat, ça aide, hein, évidemment. Faut trouver des astuces. C'est Voilà. ça, exact. Et donc, on arrive à la fin des questions des auditeurs. Et pour Mhm. finir, je voudrais te poser les questions emblématiques du podcast. Donc, tout d'abord, quel objet représente le mieux ta pratique? Mes oreilles. Oh, Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Non, mes oreilles. oui, Euh, j'ai même envie de dire mon bloc-notes, en fait. oui, c'est Parce ça. que mon bloc-notes, c'est vraiment ma deuxième tête. Faut voir ça. Je me balade toute la journée avec mon bloc-notes, mon agenda. C'est là c'est là que tout repose. Et alors, je me dis, pour les personnes qui consultent, généralement, le bloc-notes du psychologue, il est un peu mystérieux, quoi. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dedans? Et Ouais. qu'est-ce que tu pourrais partager de ce que tu écris généralement dans ton bloc-notes? Waouh. C'est compliqué là parce que attends, il y a tous ces aspects confidentialité, mais bah, je note parfois texto ce qu'ils me disent parce que parfois il y a des phrases assez chocs. Et donc ça, je vais les écrire textuellement, mais il y a même aussi mes observations à moi. Donc par exemple, je peux noter me semble assez détendu, parle facilement aujourd'hui, a le sourire, a moins de gestes parasites, tu vois, au niveau comportemental. Hmm. Donc voilà, donc je note texto ce qu'on me dit ou mes observations. Parfois même, je note des questions pour moi aller vérifier un peu plus loin dans le dossier. Donc voilà, Hmm. euh, voilà. Oui, des pistes un peu. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça dans mes notes, noter des Mhm, pistes de réflexion pour la prochaine fois. c'est ça. Ouais. Ouais. Et la dernière question, c'est si tu n'étais pas psy, tu ferais quoi? Je serais peut-être sage-femme. Ah Je... oui. Ouais. Rien à voir du coup, hein, parce que je sais pas, je trouve que ce métier de sage-femme, ça doit être tellement unique en fait. De Oui. donner la vie, en fait, finalement. Oui, et en même temps, je sais pas si j'aurais les épaules pour ça, mais en tout cas, c'est un métier je trouve ça bluffant en fait. Oui. Ça aussi, c'est des rencontres uniques, même au niveau enfin, avec les parents. Enfin, je trouve que c'est formidable. Mais je crois que je vais rester psychologue en maison de repos. C'est le métier qui te convient le mieux. Ouais, franchement, comme un gant, vraiment. J'adore. Super. Bah écoute, merci beaucoup Andy d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Merci aux questions.
des auditeurs. Eh bien, avec plaisir. Et puis, je ne sais pas si tu as des petites recommandations, des ressources à donner aux auditeurs. Je ne sais pas qui serait peut-être en train d'accompagner un parent ou quelqu'un dans cette situation d'avoir une personne proche en maison de repos. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'ai Naomi Fail. C'est une psychologue qui a fait énormément de bouquins sur des techniques de validation quand on est dans un contexte de démence. Donc la validation, l'humanitude, ça, Naomi Fail, elle a fait un pas de géant là-dedans. Donc je la recommande fortement. Et en ce qui concerne les questions d'humanitude, il y a aussi Carl Rogers. Ça aussi, je le conseille vivement. Voilà, c'est déjà pas mal parce que Oui, Naomi tout à Fell, fait. elle en a écrit des bouquins, donc Tout à fait. Merci beaucoup. merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela aiderait aussi énormément le podcast à se faire connaître si vous pouviez partager cet épisode à ne serait-ce qu'une personne de votre entourage. Allez, c'est parti. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter qui est tous les 15 du mois, qui propose un récap très fourni de chaque épisode. Le lien est juste en barre d'infos. Autrement, on se retrouve sur Facebook et Instagram, @la chaîne psy, pour que vous puissiez peut-être à votre tour poser une question à la prochaine ou au prochain psychologue. Vous pouvez aussi m'écrire et me partager vos retours pour faire évoluer le podcast et la chaîne en général. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.